Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis hier matin dans le sud Comoé pour une visite d'État. Et ce matin, ce seront les étapes de Tiapoum et Aboissau. Hier matin, après l'étape d'Adiaké, le département de Grand Bassam a accueilli à son tour le chef de l'État dans le cadre donc de cette visite d'État. Élus, cadres et population sont sortis nombreux. Écoutons le chef de l'État. La ville de Grand Bassam est chargée d'histoire. Oui, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, Bassam, c'est la première capitale de la Côte d'Ivoire, avant Benjerville et Abidjan et Yamoussoukro. Bassam, c'est le symbole de la lutte pour l'émancipation et l'indépendance de la Côte d'Ivoire avec la marche des femmes. Bassam, c'est aussi une ville cosmopolite où des populations venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire, d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs vivent en harmonie avec leurs frères abourés et apolloniens. Oui, j'ai dit cela pour Bassam et ce matin, je l'ai dit également pour Adiaké. Grand Bassam est notre fierté à tous. Et voilà, je voudrais vous dire aussi que Bassam, pour moi, a une signification particulière. Oui, d'habitude, je ne suis pas le protocole que je vais développer tout à l'heure. Mais Bassam, pour moi, c'est mon frère, c'est mon ami, Daniel Duncan Kablan. Oui, je déclare ouverte l'autoroute de Grand Bassam à la circulation dès aujourd'hui. Oui, bien évidemment, pour tout ce qui concerne Grand Bassam, nous devons aller de manière très minutieuse. Vous l'avez entendu, l'autoroute Abidjan-Grand Bassam est donc ouverte. Elle est longue de 23,2 km. L'autoroute Abidjan-Grand Bassam a été officiellement lancée en août 2012. Une structure routière qui permettra de désengorger la circulation et de relier pratiquement en 10 minutes Abidjan. Notre équipe a rencontré la population de la cité balnéaire. L'impact d'un tel projet sur les activités à Grand Bassam est réel. La voie express Abidjan-Grand Bassam. Ce lundi matin, non loin de la route, séance de paintball, sport de loisirs et d'adresse au tir dans cet établissement spécialisé. Bientôt, cette voie ne sera plus la seule ralliant Abidjan à la cité insulaire. La nouvelle autoroute, une bonne nouvelle pour Richard. Ceux qui viennent ici, ils ont l'avantage de venir dans l'après-midi, venir manger et puis repartir vite. Ils ont besoin de 14 heures avant le boulot. Donc nous, en tout cas, ça nous arrange. L'autoroute Abidjan-Grand Bassam, longue de 23 km, les travaux ont été lancés officiellement en août 2012. Pour les artisans installés le long de l'ancienne voie, les sentiments sont mitigés. L'autoroute, en tant que telle, bon, côté ça ne nous arrange pas, bon, les clients vont passer de l'autre côté. Pas plus d'embouteillage ici. Bon, ceux qui veulent vraiment acheter des objets d'art, ils viennent directement, puis ils achètent, puis ils s'en vont. Voilà, là ça m'arrange beaucoup. Mais dans la ville de Grand Bassam, ils sont nombreux, les usagers, à affirmer leur satisfaction. C'est une route internationale. Voilà. Donc ça nous aidera franchement à relier facilement le Ghana, à développer la ville de Grand Bassam, à permettre aux travailleurs qui sont à Bassam d'aller rapidement au travail. Les automobilistes évaluent déjà la distance. Abidjan, en quelques minutes, du temps de gagner. Au moment où quand j'ai pas fermé là, j'ai pris une fois, je suis allé jusqu'à Nani, j'ai fait 5 minutes. Donc c'est bon. L'autoroute Abidjan-Grand Bassam livrée aux populations, sa réalisation exécutée par la Chine et la Côte d'Ivoire aura coûté 52 milliards de francs CFA.
Autre chose à présent, la CEI, la Commission électorale indépendante, a rencontré ce lundi les responsables de la sécurité de chacun des 10 candidats retenus pour le scrutin présidentiel du 25 octobre prochain. Objectif, rassurer les candidats et le collège électoral sur la sécurisation du processus électoral. La rencontre a été marquée par la participation d'un représentant des forces de sécurité ivoiriennes et un représentant de l'ONUCI. Abdoulaye Koné, Hervé Blé. 2 heures d'horloge, c'est le temps mis par ces 2 représentants de la commission électorale indépendante pour expliquer à leurs interlocuteurs les dispositions prises pour la sécurité des candidats et des électeurs. Un plan global de sécurisation du processus électoral a été ainsi présenté aux responsables de la sécurité de chacun des 10 candidats en course pour la présidentielle. On est plus ou moins rassuré, on ne peut pas être totalement rassuré, mais on peut dire qu'on est rassuré à 70%. Bon, de façon générale, on peut dire que ça va. 28 000 soldats ivoiriens et 6 000 soldats de l'ONUCI seront mobilisés à partir du 1er octobre. Les représentants des candidats n'ont pas hésité pour certains à formuler des requêtes et pour d'autres à émettre des réserves. En réponse à toutes ces préoccupations, les responsables de la CEI se sont montrés rassurants et ont assuré que tous les candidats seront logés à la même enseigne sur le plan sécuritaire afin de garantir un scrutin présidentiel apaisé. Il faut dire que nous avons tous posé des préoccupations auxquelles on a eu des réponses satisfaisantes. Et nous pensons que si nous tenons compte de ce que la CEI a dit, en tout cas nous partions satisfaits. La CEI a promis de travailler en étroite collaboration avec les candidats pour la sécurisation du processus. Au total, 34 000 hommes seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Le dispositif restera le même jusqu'à l'issue d'un éventuel second tour du scrutin présidentiel d'octobre 2015. Un mot de santé dans ce journal. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou-Kofi, a présenté récemment au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan une unité mobile pour la lutte contre la maladie à virus Ebola. D'un coût global de 160 millions de francs CFA et équipé de box d'accouchement, d'attente, de surveillance épidémiologique, d'un bureau de médecins. Ce camion médicalisé sillonnera les régions à forte résistance épidémiologique. Hervé Blé. La Côte d'Ivoire renforce ses moyens de lutte contre la maladie à virus Ebola. L'unité mobile récemment acquise par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida démontre la détermination du gouvernement à assurer aux populations une bonne couverture sanitaire. Le camion médicalisé qui a été présenté au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a coûté 160 millions de francs CFA. Il est équipé de box d'accouchement, d'attente et de surveillance épidémiologique, d'un bureau de médecins. Webfontaine nous a apporté un appui de 380 millions de francs CFA. Parce que c'était pratiquement le montant le plus fort, le plus élevé, qui venait donc du secteur privé. Nous avons commandé cette unité mobile sur la surveillance épidémiologique, mais également nous avons voulu compléter, puisque ce camion va aller à l'intérieur du pays et que nous savons qu'en plus de la surveillance épidémiologique, nous luttons contre la mortalité maternelle infantile. Nous sommes venus présenter donc cette unité mobile au Premier ministre afin qu'il puisse nous donner son quitus pour commander 31 autres camions mobiles sur le fond du Fonds mondial international, toujours dans l'appui à la riposte à la maladie à virus Ebola. Le camion déjà acquis va surtout sillonner les zones où il y a de fortes résistances en termes épidémiologiques. Les 31 à venir seront repartis sur l'ensemble du territoire national afin d'apporter l'assistance nécessaire aux populations dans les zones où celles-ci ont des difficultés pour accéder aux centres de santé. La rentrée scolaire 2015-2016, c'est pour lundi prochain, 21 septembre. En prélude à cette rentrée scolaire, le COGES, le comité de gestion des établissements scolaires, a organisé sa traditionnelle rentrée scolaire. Cette année, l'accent est mis sur l'école obligatoire promue par le gouvernement. Cette cérémonie a eu lieu au siège du DAPS COGES à la 7e tranche, ici même à Cocody. Herman Yamia. Pour cette rentrée scolaire 2015-2016, l'implication des parents d'élèves, mais surtout leur engagement pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'accès à l'éducation pour tous les enfants est souhaitée.
Le directeur général des COJES, le comité de gestion des établissements scolaires, à travers cette demande, veut impliquer toute la communauté éducative et les parents d'élèves à soutenir le concept de l'école obligatoire pour tous les enfants initiés par le gouvernement. Plus d'1 200 000 enfants sont en dehors de notre système éducatif. Ce n'est pas normal. Et c'est ce que l'État veut corriger en faisant l'école obligatoire. L'État, on a vu, fera ce qu'il a à faire et les communautés doivent accompagner l'État à ce que cet objectif essentiel de l'école obligatoire, de l'éducation universelle, puisse se faire dans notre pays. Le représentant du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique précise que la rentrée scolaire est bel et bien fixée au lundi 21 septembre prochain. Il invite donc les COJES à se mobiliser afin de faire de cette rentrée un succès. Les partenaires techniques et financiers de l'école ivoirienne s'engagent à poursuivre leurs actions de développement au profit de l'éducation nationale. Hier, lundi, il s'est ouvert à Abidjan un forum de haut niveau sur l'énergie durable et l'investissement. Ce forum réunit tous les 15 pays membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 5 jours durant, décideurs, investisseurs et partenaires vont définir des stratégies et identifier les opportunités d'investissement en matière d'énergie durable. Reportage Grace Kando. 290 millions de personnes sur les 915 millions que compte l'Afrique bénéficient d'un accès à l'électricité selon l'Union européenne. Pour donc permettre aux personnes qui n'ont pas d'électricité d'en bénéficier, les 15 pays membres de la CEDEAO sont réunis à Abidjan dans le cadre d'un forum de haut niveau sur l'énergie durable et l'investissement. La CEDEAO a adopté des politiques d'énergie renouvelable en 2013 que nous sommes en train de mettre en application. Dans cette politique énergétique, il a été demandé aux États membres d'établir des plans nationaux d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique que nous allons valider à cet important forum et aller vers les investissements, parce que tout projet a besoin d'être financé. Au terme de ces travaux, nous allons voir comment vraiment travailler ensemble en partenariat pour pouvoir atteindre l'objectif de l'énergie renouvelable pour tous, l'énergie durable pour tous et l'efficacité énergétique pour tous. Cette rencontre dure 5 jours et réunit investisseurs et partenaires internationaux. Ce forum sur l'énergie durable va mettre en exergue les plans d'action nationaux de chaque pays de la CEDEAO. Selon le ministère du Pétrole et de l'Énergie, en matière d'accès à l'énergie en Côte d'Ivoire, d'importantes actions sont en cours, notamment dans les domaines de l'efficacité énergétique et l'accès à l'électricité pour tous. Les pourparlers de paix interlibyens au Maroc ont enregistré des progrès depuis leur reprise. Les protagonistes ont accordé leur violence sur 7 des 9 points de l'accord politique. Les 2 points en suspens devraient trouver une issue heureuse les jours à venir. C'est l'optimisme affiché par Bernardino Léon, l'émissaire de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Nous en reparlerons plus largement dans nos prochaines éditions. En RDC, c'est une rentrée parlementaire qui risque d'être scrutée de toutes parts. Alors que les députés reprennent le chemin de l'Assemblée ce mardi, les enjeux de cette session sont nombreux. Les élus doivent examiner le budget du gouvernement pour 2016, mais aussi et surtout l'organisation des élections et des retards pris ces derniers mois, car des inquiétudes se font entendre du côté de l'opposition, mais aussi dans le camp de la majorité où 7 partis ont choisi d'alerter Joseph Kabila sur la stratégie suicidaire selon eux en entretenant la confusion sur la tenue ou non des élections. Le président nigérian Muhammadu Buhari est à Paris depuis hier lundi avec une délégation composée essentiellement d'hommes d'affaires. Le but de cette visite officielle est notamment de faire le point sur la lutte contre l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest, l'ex-Boko Haram. Aucune annonce n'a été faite, mais le président français se propose d'organiser une nouvelle réunion pour coordonner les efforts de lutte contre ce mouvement djihadiste.
Écologie, économie et sécurité étaient au cœur de la rencontre entre François Hollande et son homologue gabonais Ali Bongo en visite à Paris. Mais les deux chefs d'État ont aussi abordé les sujets qui occultent la bonne qualité des relations franco-gabonaises, selon un communiqué diffusé par la présidence juste après l'entretien. Parmi ces sujets sensibles, le récent remaniement ministériel au Gabon et surtout l'interpellation à Paris le 3 août dernier de Meksan Akrombessi, directeur de cabinet du président gabonais, une tentative d'humiliation. Voilà ce que dénonce Ali Bongo. Merci de nous avoir suivis. La suite avec Mariam Touré.